J'appelle les intervenants de la table ronde numéro 4. Quels accompagnements pour lancer mon projet et obtenir des financements? Et quant à moi, je vous rejoins dans quelques dizaines de minutes après la table ronde pour la conclusion de cette journée. Merci à vous et la scène est à vous. Vous pouvez venir récupérer un micro. Alors, je vais combler les blancs, mais je vais pendant que... Ouais, absolument. Alors j'en profite pour vous dire, puisque j'ai 2 secondes de votre attention pendant que les intervenants se préparent, que vous pouvez écouter l'épisode numéro 6 du Déclic Deep Tech, notre podcast consacré à l'innovation et à la Deep Tech sur toutes les plateformes. Voilà, le numéro est paru il y a quelques minutes. Messieurs, dames, la scène est à vous. Voilà, n'oubliez pas, le micro près de la bouche, gardez le masque ou enlevez-le, gardez-le pour quand vous ne parlez pas, à minimum. Voilà, merci. Mettez-vous là, oui. Mettez-vous là et ne laissez pas de siège vide. C'est la seule demande. Merci à vous. C'est très bien, c'est très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et d'animer cette table ronde. J'ai un projet. À qui je m'adresse? Quelle question? Je suis directeur général de Floralis, UGA filiale, donc filiale de l'Université Grenoble-Alpes et qui s'occupe de la valorisation. Et j'ai la chance d'être entourée d'un panel de qualité, des personnes, des experts qui interviennent tout au long de la chaîne de valorisation, d'un projet de valorisation. Je vais faire une présentation extrêmement rapide, mais pour ne pas justement être trop long. Mais ensuite, chacun d'entre vous pourra se présenter de façon plus détaillée au moment où il prendra la parole. Donc, Florent de la BPI que vous venez de voir sur le témoignage précédent, Céline du CEA, Carole de la SAT Linxium, Véronique de Invest in Grenoble-Alpes et Cornel, chercheur de Gypsal Lab. Donc tout d'abord, pourquoi valoriser? C'est une question. Comment atteindre l'objectif de créer 500 startups deep tech par an en 2030? C'est une autre bonne question. Et on va essayer de répondre aujourd'hui à ces interrogations. Donc tout d'abord, effectivement, en 2030, créer 500 startups deep tech par an, c'est un challenge, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 200 startups par an. Comment y arriver? Donc effectivement, il faudra peut-être injecter un petit peu plus de financement, notamment pour les phases de prématuration, maturation. Il faudra peut-être mieux intégrer les besoins socio-économiques, les besoins marchés dans le développement de nos technologies. Mais surtout, je pense, il faudra avoir plus de projets en amont, c'est-à-dire élargir l'entonnoir de nos projets de transfert. Et le rôle de la recherche académique, effectivement, est très important dans ce cadre-là, puisque quand on parle des projets deep tech, souvent, on fait appel aux technologies qui sont développées au sein des laboratoires. Tout à l'heure, donc, nous avons eu la présentation de l'écosystème grenoblois et de son attractivité par Florent. On pourra revenir tout à l'heure sur ce sujet. Mais tout d'abord, pourquoi valoriser? Donc effectivement, vous savez, un enseignant-chercheur, un chercheur a 3 missions dans sa carrière. Hein. C'est tout d'abord la recherche, puis la formation et enfin la valorisation. On va essayer de comprendre quels sont les leviers pour justement motiver un chercheur ou les leviers de motivation d'un chercheur pour se lancer dans ce cadre, dans cette activité de valorisation. La recherche, effectivement, c'est très important. Il s'agit de générer de nouvelles connaissances, de comprendre les phénomènes et de partager ces connaissances auprès de ses pairs. La formation, c'est donc de former les jeunes au métier de la recherche et passer la compétence, la connaissance vers les jeunes générations.
La valorisation, il s'agit de rendre les résultats de recherche utilisables par tout un chacun, utilisables par la société. Un exemple, il y a une vingtaine d'années, nous avons été à l'origine des recherches qui ont donné lieu à une molécule anticancéreuse. C'était un projet Taxotere. Cette technologie a été transférée à Sanofi Aventis et a donné lieu à la création d'un médicament pour la lutte contre le cancer du sein. Au-delà des revenus générés par ce transfert, c'est-à-dire 5 millions par an pendant une quinzaine d'années, effectivement, les chercheurs qui ont contribué, qui ont été à l'origine de cette découverte, de cette innovation, effectivement, j'imagine, ont une satisfaction énorme de voir le résultat de leur recherche utilisé dans la vraie vie et sauver des vies. Donc, on va peut-être revenir à cette question de l'attractivité de notre territoire, de Grenoble. Justement, on sait que le potentiel de recherche est très important ici. On ne va pas refaire, sauf si vous le voulez, en résumé, Florent, pour redire quelques idées principales à ce sujet. Je vous laisse la parole, si vous voulez bien du coup vous présenter et puis dire quelques mots. Vous avez un micro? Dire quelques mots sur ce sujet. Donc rebonjour, donc je suis Florence Nou, délégué innovation pour BPI France à Grenoble. Donc en termes de périmètre, on s'occupe de l'Isère et les deux Savoies, et la Drôme et l'Ardèche, sachant que l'essentiel de l'activité est du coup effectivement, notamment sur ce qui concerne la deep tech, centrée sur Grenoble. Nous, on est excessivement convaincus de ce besoin de transférer les technos issus du monde de la recherche au monde académique, soit par du transfert à des entreprises existantes, soit par la création de start-up. Pour revenir sur les fondements de ce plan Deep Tech, il me semble, et je parle sous contrôle de notre directrice Deep Tech, que l'idée c'est quand même de se recréer des projets dont le socle techno constitue une barrière à l'entrée très forte. Ce qu'on a moins typiquement sur des projets qui sont purement numériques, où la barrière à l'entrée va plus être la taille du nombre d'utilisateurs, etc. Et ces barrières à l'entrée fortes, on pense que c'est aussi ça, des projets avec un socle technologique très fort, qui vont pouvoir constituer un nouveau socle de croissance un peu plus durable pour le pays globalement. Et que c'est donc chez vous, dans les labos, qu'il faut aller chercher ces technos qui vont résulter dans des entreprises qui vont être la nouvelle vague de croissance, après un peu celle de la vague de l'innovation d'usage, etc., qu'on a connue avec l'ubérisation dans tous les secteurs, etc. Et maintenant, c'est pas ça. Maintenant, on a besoin d'une vague d'innovation solide qui vient des labos et sur laquelle on pourra construire des choses durables. Merci Florent. Véronique, vous qui faites partie de Invest in Grenoble-Alpes, est-ce que vous avez vous voulez bien partager votre point de vue sur ce qui a été dit par Florent? Oui, tout à fait. Présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Donc, moi, je suis donc Véronique Péquignat. Je suis en charge au sein d'une équipe qui s'appelle Invest in Grenoble-Alpes, de l'aspect action internationale. Et effectivement, le rôle de notre équipe est l'attractivité économique au sein de notre territoire. Et quand on parle d'attractivité, on parle d'industriels, on parle d'entrepreneurs, on parle aussi d'investisseurs internationaux. Et c'est vrai que, bien sûr, on traite des projets des grandes usines avec plus de milliers d'emplois. Alors, ça n'arrive pas forcément souvent, mais on en voit revenir, jusqu'à des projets d'entrepreneurs qui viennent du bout du monde pour créer leur société ici. Et un des très, très importants, qui est dans l'ADN de notre écosystème, c'est effectivement cette particularité de l'écosystème de Grenoble, où il y a effectivement énormément de start-up, un élément très important d'attractivité. Et c'est ce qui nous a conduit d'ailleurs, avec une de nos collègues en particulier,
avec la métropole aussi de Grenoble-Alpes et avec une autre start-up qui a été créée, qui est une spin-off de l'université qui s'appelle Scopai. Et d'ailleurs, on a une pensée très émue pour une de ses fondatrices, Agnès Guéras, qui est décédée cette année, à faire un observatoire des start-up, et en particulier pour observer ce qui s'est passé depuis, on a pris arbitrairement l'année 2000, tout ce qui s'est passé en matière de création de start-up, de création de quel type de start-up ont été créés, et puis également les levées de fonds, les emplois créés, etc. Et ce qu'on a pu voir là dans les derniers chiffres qu'on a concoctés, c'est que ça représente plus de 5000 emplois. Donc en gros, c'est une des entreprises, c'est plus que Schneider Electric, c'est presque autant que ST Microelectronics ici, que ça représente actuellement. Et là, ce matin, on avait une réunion et ma collègue nous a dit, eh bien, depuis l'an 2000, nos startups on a atteint cette fois les 2 milliards d'euros levés depuis l'année 2000. Donc c'est vraiment particulier, et c'est particulier à notre territoire, et c'est vraiment un trait très fort de l'attractivité de notre territoire. Et je reviendrai après plus tard dans le parcours à quel moment on peut intervenir. Merci Véronique. Donc effectivement, quelle image de ce territoire, quel potentiel, le chiffre que vous donnez sur la levée de fonds, effectivement, c'est impressionnant. Vous mentionnez aussi une start-up qui vous a aidé à faire cet observatoire. Et effectivement, elle est issue d'un de nos laboratoires, laboratoire d'informatique de Grenoble, créé justement par Agnès Guéras et Éric Gossier. Qui aujourd'hui, d'ailleurs, Éric est directeur d'un des 4 instituts d'intelligence artificielle en France. C'est aussi un des points importants pour l'attractivité de Grenoble. Donc on va revenir à notre question. J'ai un projet, à qui je m'adresse en fait? On peut répondre de façon extrêmement simple à cette question. Je vais voir mon service de valorisation. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on peut fermer notre atelier. On a tout dit. Mais on a fait un autre choix. C'est de vous présenter toute la chaîne de la valorisation et de parcourir avec vous ensemble ce parcours de combattant qui est justement un projet de valorisation. Donc, je vais quand même introduire rapidement l'unité de service ITO-UGA, donc qui a été créée cette année par l'Université Grenoble-Alpes et Grenoble-INP, qui aujourd'hui forment donc justement l'Université Grenoble-Alpes. Et juste pour vous dire que nous, donc Floralis fait partie de cette unité de service ITO-UGA, et que nous, tous nos chargés d'affaires, on est très heureux, sommes extrêmement heureux de voir naître tous les projets de valorisation et d'être là à vos côtés pour vous accompagner, que ce soit des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des doctorants, des étudiants. Venez nous voir. Donc on a un stand dans le hall, venez nous voir, contactez-nous, on est très disponibles et passionnés par notre métier qui est accompagner au mieux, détecter, protéger et valoriser au mieux vos travaux de recherche. Donc cette chaîne de valorisation, comment elle se déroule? Tout d'abord, bien évidemment, on va partir d'un résultat de recherche. La question qu'on va se poser, c'est sur le potentiel économique, potentiel en général de ce résultat de recherche. On va également se poser la question sur la protection. Donc là, je suis entourée par, comme je vous avais dit, des experts et des chercheurs, le chercheur qui est Cornel, qui a pratiqué toutes les phases, il a passé par toutes les étapes des projets. Est-ce que Cornel, tu penses que la protection, c'est une phase qui est importante ? Oui, d'abord bonjour, bonjour. Bon, je me présente rapidement, je suis Cornel Ioana, maître de conférence à l'IMP, chercheur au Gypsalab, et je suis cofondateur de 2 startups, Altrans et Motrice, Altrans en 2021, pour laquelle je suis président, et Motrice en 2018, et pour laquelle je suis cofondateur et conseiller scientifique. Donc je dirais, oui, donc je dirais, en plus, j'ai participé à la création d'une autre start-up en 2010. Donc oui, je peux dire que j'ai parcouru l'ensemble, tous les schémas possibles, on va dire. Peut-être pas la plupart, on va dire. On va pas
Je vais quand même laisser la place à l'avenir. Peut-être que je ferai autre chose. Mais en fait, oui, donc c'était toute la chaîne. À partant des projets, donc évidemment, je ne vais pas tout détailler. Il y a eu quand même un point commun qui est le fait que toutes mes recherches ont eu une composante applicative très forte en fait. Hein. J'ai tout le temps j'ai mené des projets en collaboration, que ce soit souvent avec les pôles de compétitivité, les deux pôles Minalogique et puis Tenerdis. Et donc grâce à ces partenariats-là, j'ai réussi évidemment à comprendre un petit peu, donc comprendre les besoins, trouver la place. Ça veut dire trouver la place d'une innovation, puisque c'est pas parce qu'on a une idée qui nous semble nouvelle que c'est forcément quelque chose que le marché va accepter de suite en fait. Est-ce que je peux te couper, Cornel? Parce que justement, j'arrivais à la propriété intellectuelle. Oui. Et avant tout, effectivement, on commence par se poser la question, c'est ce que je fais, est-ce que ça n'a jamais été fait? Est-ce qu'il y a une étude d'antériorité? D'où effectivement le besoin de contacter le service de valorisation de l'université. Parce que, bon, évidemment, il participe à plusieurs niveaux, mais surtout, au départ, savoir comment on se positionne. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que l'API elle est libre? Quelle est la meilleure stratégie? En fait, oui, souvent on entend dire oui, mais je ne peux pas publier. Est-ce que toi, tu as été confronté à ce dilemme, publier ou protéger? Comment toi, tu l'as vécu? Et quels conseils tu peux donner dans ce sens-là? Évidemment que je l'ai vécu. Hein, donc, je l'ai vécu justement, je disais tout à l'heure, et c'est d'ailleurs... en fait, c'est une complexité de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Effectivement, il faut, dans le passé, j'ai publié quelque chose qui est aujourd'hui à la base du capteur qu'on utilise avec Altrans. Et donc, on a du mal parce que comme ça a été publié, enfin, la méthodologie générale, ça a été publié. Aujourd'hui, on n'a pas, suite aux différents échanges qu'on a vus avec les bureaux du bureau de brevet, on ne peut pas breveter. Et aujourd'hui, c'est un des problèmes qu'on doit résoudre pour qu'on puisse mettre sur le marché ces capteurs, en fait. Donc ça, c'est de façon très concrète. Oui, on l'a eu. C'était une erreur qu'on avait fait à l'époque, évidemment. Donc on en fait plein. Et ce que j'en retiens, c'est que dès qu'une idée a un caractère innovant par rapport à la problématique posée, effectivement, il faut tout de suite contacter le service Valo. Il faut vraiment essayer de faire un point faire une préétude d'antériorité et donc se positionner très vite, de ne pas publier en fait. Je dirais que c'est pas incompatible, évidemment, si c'est par contre quelque chose de générique qui ça rentre dans la recherche fondamentale, évidemment qu'il faut la publier, bien au contraire, ça permet d'avancer. Mais dès lors qu'il y a une valeur applicative qu'on n'arrive pas à quantifier peut-être à l'instant T0, il faut se poser la question et attendre un peu. Et donc pour mieux se positionner, oui. Donc ce que je retiens, c'est que publier et protéger, c'est pas forcément incompatible. Juste si on a le conseil, si on est conseillé par le service de valorisation, par les ingénieurs brevets, on va probablement rédiger notre article d'une autre façon pour justement ne pas dévoiler le potentiel économique qui pourrait donner lieu ensuite à un brevet, à une protection brevet, par exemple. Donc, est-ce que Carole ou Céline, vous avez des choses à dire sur la phase de protection? Donc, Carole, quand il y a des projets qui se présentent à la SAT, comment vous considérez cet aspect? Oui, merci de me passer la parole, Mariana. Donc, je suis Carole Sylvie et je suis responsable d'un pôle qui s'appelle Maturation au sein de la SATT Linxium. Je rebondis, oui, effectivement, la propriété intellectuelle, si on parle de valorisation économique et encore plus si on parle de start-up, c'est quelque chose d'incontournable. Cette propriété intellectuelle, ça va être un actif de la start-up qui va la rendre attractive vis-à-vis des investisseurs, qui lui donne de la valeur et qui, bien sûr, va lui donner une avance concurrentielle par rapport à ses concurrents. Et c'est quelque chose qui se travaille très tôt, sachant que dans la maturation, on dérisque le projet et une manière de dérisquer un projet, c'est de lui construire une barrière concurrentielle solide et ça passe par un dépôt de brevet, par déposer des logiciels à l'agence de protection des programmes ou par garder secret certains savoir-faire,
certains savoir-faire, et notamment dans le deep tech, on a souvent des savoir-faire associés à des brevets et qui viennent les conforter. Donc oui, la propriété intellectuelle, je confirme, c'est quelque chose de très important quand on envisage de faire une valorisation et encore plus de créer une start-up. Céline, Oui. si vous voulez Donc, compléter. oui, bonjour, je suis Céline Tranquillin du CEA. Effectivement, la propriété industrielle et également le savoir-faire qui est antérieur ou qui est généré pendant toute la phase de maturation. C'est des choses qui vont permettre par la suite de protéger l'entreprise. En général, si on prend juste des briques technologiques, ça ne suffit pas. Une start-up, c'est un peu la mise en musique de plusieurs briques technologiques et d'un savoir-faire particulier. Et du coup, c'est tout cet ensemble on va dire, de la mise en musique de cet ensemble de briques qui va permettre de créer la valeur de l'entreprise. Très bien, merci. Cornel, toi qui es impliqué dans plusieurs projets de start-up et en plus dans d'autres projets de valorisation, donc c'est un homme à, je dirais, multiples projets en parallèle. Hein. Monsieur Énergie 100 volts ou je ne sais pas combien de volts. Tu as eu affaire à un dépôt de brevet, à la protection des logiciels auprès de l'APP ou au savoir-faire. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples comme ça pour pouvoir un petit peu voir ces aspects de façon plus concrète, moins théorique? Oui, tout à fait. Oui. Donc, je suis auteur de deux brevets, dont un il est exploité par la société Altrans. Ça a été déposé très tôt, je dirais. Hein, donc, ça a été déposé en 2014-2015. Donc, vous voyez, 6 ans avant la création de la start-up. Donc, du coup, je rejoins parfaitement ce que disait Carole. Donc, il faut vraiment commencer très, très en amont. Dès qu'on a l'idée que ça va être valorisé, donc il faut se positionner. Par la suite, je suis co-auteur de plusieurs APP, parce que donc je n'ai pas expliqué donc, ce qu'on fait dans ces startups. C'est essentiellement du génie logiciel, donc forcément, on passe par des programmes qui sont protégés. Donc, qui sont protégés, il y en a même 3, enfin, donc je suis co-auteur de 6, mais 3 sont exploités par les 2 startups. Et donc c'est pareil, c'était fait durant le processus de maturation en fait. Dès qu'on s'est rendu compte qu'il y a une plus-value par rapport à la problématique posée, on a tout de suite réalisé le dépôt APP, sachant que ce qu'il faut tenir compte dans les dépôts APP, c'est qu'il faut les mettre à jour en fait. Un dépôt APP au jour J, c'est du logiciel qu'on renseigne et tout. Donc les versions ultérieures, il faut vraiment penser à mettre à jour donc les différentes versions sous peine de que tout, effectivement, si on veut expliquer qu'on est auteur d'un logiciel, mais qui est la version VX de par rapport à ce qu'il y avait au départ, en fait, ça perd de la valeur. Donc, du coup, c'est pas par rapport à un brevet qu'on pose et qu'effectivement, on essaie de valoriser au logiciel, il faut prendre soin de l'updater, hein, comme on dit, donc de le mettre à jour pour que, effectivement, ça soit couvert. Très intéressant, effectivement, un bon conseil. Et surtout que le dépôt APP, ça veut dire Agence pour la protection des programmes, hein, donc appliqué au logiciel. Effectivement, le dépôt APP ne coûte pas très cher, hein, contrairement à un brevet. Donc, effectivement, ne pas hésiter à mettre à jour vos développements et à les déposer au fur et à mesure. Donc, on a traité cette phase de protection. Ce que je voudrais vous proposer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau, hein, pour rendre ces discussions plus interactives. S'il n'y a pas de questions sur cette phase-là, on va passer à une autre phase dans notre parcours de valorisation, c'est-à-dire la phase de maturation. Donc on a une idée, on a un concept. On a fait la preuve de concept, on va revenir après sur comment on fait cette preuve de concept, et on entame la phase de maturation technologique et économique, c'est-à-dire on va essayer d'avancer les développements et intégrer dans ces développements les besoins socio-économiques, les besoins marchés. Donc là, encore une fois, je m'oriente vers Carole qui s'occupe de la maturation à la Satlincium. Carole, qu'est-ce qui est important dans ce programme de maturation? Tu peux peut-être nous expliquer comment vous fonctionnez déjà dans ce cadre-là, comment ça se déroule chez vous? D'accord.
Donc, comme tu dis, une fois que la preuve de concept a été faite au sein du laboratoire, il est important de voir quand même à quel problème on va pouvoir résoudre, quelles solutions on peut apporter grâce à cette technologie. Et ça va être tout le but de la maturation. De faire monter la technologie en TRL, c'est une chose, donc faire un démonstrateur, mais faire un démonstrateur qui corresponde à un cahier des charges qu'on va aller rechercher sur le terrain en interviewant des utilisateurs finaux, des clients potentiels de la start-up, puisque je vais faire une petite incidence, mais on est à Grenoble et tous les interlocuteurs vous répètent depuis ce matin que la start-up est une voie privilégiée de valorisation sur Grenoble à partir des résultats de recherche. Donc on a développé au sein de la SAT Linxium une maturation orientée création d'entreprise. Et typiquement, ça veut dire que quand on va aller voir le marché, recueillir des informations, on va aller voir directement des clients potentiels de la future start-up. Et à partir de leur retour, essayer de construire un démonstrateur qui prouve la valeur de la technologie pour répondre aux besoins qui a été exprimé. Ça, c'est une chose. Le deuxième point très important dans la maturation, c'est l'équipe. Et je pense que c'est quelque chose dont plus on va aller vers l'aval, plus on va entendre parler de cette équipe. Puisque si on envisage derrière de faire une start-up, il faut avoir une équipe solide qui va être capable de convaincre que le produit est vraiment la meilleure chose qui puisse répondre aux besoins du client. Et donc cette équipe, nous au départ, c'est un chercheur qui vient nous voir avec une démarche de valorisation qu'on va essayer de faire grandir et travailler selon ses motivations pour voir comment ce chercheur va pouvoir se positionner dans la future start-up, sachant que la loi Pacte est là pour encadrer les différentes possibilités. Donc soit rester au laboratoire, accompagner le transfert depuis le laboratoire, soit partir dans la start-up pour devenir le dirigeant ou le responsable scientifique et technique. Plusieurs possibilités existent. Donc cette équipe, c'est le chercheur, mais on va avoir les moyens de recruter à ses côtés ce qu'on appelle un CDD de maturation. Le nom n'est pas très joli, mais derrière ce nom se cache souvent un jeune docteur, un postdoc, donc expert dans son domaine, et qui, lui, dans le cadre de son projet professionnel, envisage peut-être de se projeter dans une start-up. Donc vraiment quelqu'un qui est disponible, motivé, et qui va pouvoir, à 100% de son temps, travailler sur ce démonstrateur, aller sur des salons, rencontrer des clients potentiels et faire grandir cette maturation. Donc je dirais que en quelques étapes, donc la technologie, le marché pour aller récupérer des informations, l'équipe sur laquelle on va travailler, et puis bien sûr de l'ingénierie financière, puisque même si en maturation on est capable de financer de l'ordre de 200 kilos € sur un projet en moyenne de 18 à une vingtaine de mois, on sait très bien que le chemin est long, je dirais, pour faire monter à la surface toutes ces deep tech depuis la profondeur des laboratoires de recherche, si je puis me permettre la comparaison. Et donc là, on passera la main à d'autres dispositifs, à d'autres types de financement, que ce soit public ou que ce soit privé. Voilà. Donc, Carole, tu as mentionné donc, le niveau TRL. À partir de quel TRL? TRL, ça veut dire Technology Readiness Level, c'est-à-dire le niveau de maturité technologique d'un résultat. À partir de quel TRL la SAT intervient dans la chaîne de valorisation? Alors, la SAT, un peu comme toutes les SAT du territoire, intervient au niveau du TRL 3. C'est-à-dire une preuve de concept faite en laboratoire. Et en général, quand la preuve de concept est faite, il y a au minimum une déclaration d'invention qui permet de définir et de formaliser qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui va faire l'objet de la protection future. Quelquefois, on peut avoir déjà le brevet déposé, mais pas toujours. D'accord. Voilà. Donc effectivement, là on voit l'importance également de la phase de prématuration, ce qu'on appelle, c'est-à-dire pour tirer la technologie au niveau de TRL 3, c'est effectivement une phase qui est très importante
Et on peut faire appel pour cela à d'autres guichets de financement, à d'autres partenaires, comme par exemple les instituts Carnot, logiciel système intelligent, énergie du futur. On a également sur le site un appel à projet IRGA dans le cadre de l'Université Grenoble-Alpes. Nous avons également des LABEX, nous avons le programme du CNRS prématuration. Il y a aussi du co-développement industriel qui peut nous apporter des financements dans ce sens-là. Et effectivement, ce qui est très important, c'est de passer de l'idée, de la faisabilité à une preuve de concept, justement pour renforcer à la fois les aspects propriété intellectuelle, mais aussi pour pouvoir postuler à d'autres guichets de financement. À ce titre-là, Cornel, il me semble, dans ta panoplie de projets que tu portes en parallèle, tu as fait appel notamment à l'Institut Carnot Logiciel Système Intelligent. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce projet et comment ça se passe ? Oui, donc tout à fait. Pour la partie maturation, effectivement, il y a plusieurs programmes dans lesquels essentiellement ce qu'on doit faire pour aller plus loin, donc à travers les dispositifs type Linxium, c'est passer par cette preuve de concept et dans lesquels souvent, donc en fait, on a besoin de la multidisciplinarité, parce que souvent on est évidemment expert dans notre domaine, mais pour cette preuve de concept, on a souvent besoin d'autres types de compétences. Et là, on peut faire appel à les meilleurs dispositifs, je dirais, ces dispositifs proposés par les instituts de Carnot, puisque les instituts de Carnot sont composés de plusieurs laboratoires qui travaillent autour de la même finalité, je dirais. Par exemple, l'énergie du futur, c'est autour de l'énergie. LSI, c'est tout ce que c'est système intelligent logiciel. Et ce sont des laboratoires qui peuvent très facilement apporter les compétences ou la connaissance dont on a besoin pour mener à bien un travail de POC. Donc du coup, je dirais que dans mon cas, les différents projets à travers les instituts Carnot m'ont aidé à faire ces preuves de concept en fait. Ces preuves de concept via des dispositifs très simples à mettre en œuvre. Donc finalement, donc la demande de financement, elle porte sur maximum 8 pages, si je ne me trompe pas, dans laquelle on met tout, on se projette un petit peu. Ensuite, il y a une présentation qui est publique devant un comité, et même si en fait c'est très constructif, donc il y a des projets qui passent tout de suite, il y a des projets qui doivent être effectivement revus, mais ça se fait dans l'esprit très constructif et très efficace, et ça nous permet de manière très rapide à mettre très rapidement sur les rails un POC qui finalement, une preuve de concept, pas un POC à l'échelle industrielle, et qui nous arme, on va dire, pour aller chez Linxium, là où effectivement, dans l'entrée, dans la maturation, ça passe aussi par un comité de sélection. Carole pourra vous dire davantage, parce qu'on a passé 2 devant son comité, et dans lesquels effectivement, donc, on a en dehors donc, de la preuve scientifique de valeur, il faut avoir une cartographie assez claire de la partie pays et des idées sur le marché. Merci. Justement, on a la chance d'avoir exposé dans le hall un de tes démonstrateurs qui a été financé par l'Institut Carnot LSI. On peut peut-être faire une petite parenthèse, tu peux nous faire rêver un petit peu, parler de ton futur projet, de ta future start-up peut-être. Est-ce que tu peux justement expliquer en 2 mots de quoi il s'agit ? Oui, en fait, il s'agit de quelque chose qui sort du projet. Donc, c'est un prototype de système d'imagerie ultrasonique pour l'imagerie, encore une fois, ultrason des poumons. Ça a été développé à la base dans le contexte Covid, dans lequel, effectivement, il y avait un besoin de faire un suivi régulier, et les moyens disponibles aujourd'hui, les RENX ou les scanners sont assez compliqués, contraignants à mettre en œuvre, d'où le besoin d'un système à demeure, donc du coup peu radiatif, voire pas du tout, et facile à utiliser, ce qui nous a amené à proposer ce projet dans lequel on combine notre savoir-faire sur les transducteurs, mon savoir, ce transducteur ultrasonique, savoir-faire qui a été acquis lors d'un autre projet LSI, mais cette fois-ci dans le domaine de l'énergie, ça fait quelques années, et qu'on a adapté pour le domaine médical, et par la suite avec la partie logicielle, avec l'intelligence artificielle qui vient piloter automatiquement ce système-là multicapteur, et qui permet de réaliser une imagerie en temps réel. Et je vous encourage, je vous propose de se donner rendez-vous après dans notre stand.
et qui on a pour ambition de mettre sur le marché. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on est en train d'étudier quelle est la meilleure manière de passer à maturation devant Linxium, donc, et puis voir comment le mettre sur le marché aussi vite, sachant qu'on a eu des échos très très positifs de la part des médecins qui l'ont testé et qui trouvent que c'est très intéressant, mais évidemment, c'est même pas de prototype, je dirais, c'est un démonstrateur laboratoire. Et pour passer dans les essais cliniques, il y a des efforts qu'on doit mener très rapidement, de packaging électronique, des choses qui n'ont pas forcément lien avec la recherche pure, mais qui doivent être faites, sinon, c'est là on passe de ce que Carole appelait donc la partie deep laboratoire vers le monde réel dans lequel il n'y a pas que des formules, des équations, des illustrations sympas, mais aussi des efforts d'ingénierie qu'il va falloir mener. Merci beaucoup. Donc, Carole, tu peux t'attendre à un nouveau projet qui sera Bonne présenté nouvelle. en maturation. Et on se pose la question, comment arriver à 500 startups deep tech par an? Ben voilà, je pense que la réponse est assise à côté de moi. On n'a qu'à dupliquer Cornell. Céline, au sein du CEA, comment vous fonctionnez pour le programme de maturation? Comment vous arrivez à monter les TRL? Alors nous, on a un programme qui est structuré sur l'ensemble du CEA qui s'appelle le programme Magellan. Donc les sociétés, enfin on va dire les chercheurs ou les ingénieurs ou les techniciens qui sont dans les laboratoires viennent nous voir avec leurs idées. Et ensuite, on essaie de structurer avec eux, vérifier avec eux qu'effectivement, ils ont un niveau de TRL suffisamment haut. Donc on est aussi sur des TRL de 3, 4 pour l'entrée en maturation. Donc là, on les aide à commencer à imaginer leur projet dans un monde, sur un marché, on va dire, qui ne sera pas forcément le marché final, mais on essaie de les aider à se projeter, à commencer à construire une première idée du business model qu'ils veulent mettre autour de ce projet. On les présente devant un comité d'admission et ensuite, la phase de maturation dure environ 18 mois. Donc on finance cette phase de maturation pour arriver à un niveau de TRL de 5-6, voire plus si possible, c'est toujours mieux. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à un prototype qui permette par la suite d'aller lever des fonds, de rentrer en incubation et de rendre ce projet viable. Donc on a un plan de maturation avec des formations. À ce moment-là, on essaie vraiment d'influer l'esprit d'entrepreneuriat, de structurer une équipe qui ne sera pas forcément l'équipe finale, parce qu'en général, en phase d'incubation, on va rajouter des porteurs externes, des gens qui ont une orientation plus business. Mais sur cette phase de maturation, on essaie vraiment de transformer, on va dire, nos chercheurs en entrepreneurs de demain. Donc, voilà. Donc en fait, c'est assez similaire au programme de Linxium. Je vois les temps de maturation sont à peu près similaires. En termes d'équipe, justement, Carole, tu as parlé tout à l'heure parfois des soucis qui peuvent arriver au sein de l'équipe. Est-ce que là, tu as quelques exemples positifs ou des exemples qui peuvent nous servir de leçons, que ce soit en phase de maturation ou en phase d'incubation, par exemple? Je dirais, sans donner d'exemple précis, la subtilité, ça va être de passer progressivement d'un projet de laboratoire à un projet d'entreprise. Et sur le chemin, on n'aura pas forcément les mêmes personnes de A à Z. Soit on a dans l'équipe certaines personnes, et notamment les jeunes, qui ne sont pas des chercheurs permanents et qui, quelque part, doivent construire leur avenir professionnel, qui vont être capables, grâce aux formations, puisque je pense que tous en maturation, on est conscient qu'il faut élargir la compétence scientifique par une compétence sur la propriété intellectuelle, le marché, les business models, les business plans, etc. Donc ils seront capables de monter en compétences et de faire tout le chemin. Et dans d'autres cas, on a plus des chercheurs qui restent chercheurs dans l'âme, mais qui accompagnent le transfert. Et à ce moment-là, on monte une équipe entrepreneuriale autour de ces chercheurs. Et donc, tout le travail va être de faire accepter, de pouvoir transférer
le bébé du chercheur, en quelque sorte, à un entrepreneur qui va lui donner de la visibilité commerciale et qui va prendre le relais auprès des investisseurs, des actions qui ne sont pas forcément dans le cœur de métier du chercheur ou dans ses motivations premières, quoi. Donc il y a un gros travail en parallèle de la maturation technologique, de maturation de l'équipe, des motivations, et c'est vraiment, pour avoir le succès du projet, je pense qu'il faut que les deux se passent bien. Oui, puis des fois on a des chercheurs ou ingénieurs techniciens qui viennent nous voir avec la volonté justement de devenir chef d'entreprise plus tard, et au cours de la maturation se rendre compte que finalement C'est pas ça. c'est pas ça, et on préfère enfin, pour moi, c'est pas du tout un échec. Au contraire, voilà, c'est une révélation. On avait envie, mais finalement, on se rend compte qu'on est mieux sur nos travaux de recherche. Et nous, on sait faire pour aller justement passer le bébé à quelqu'un d'autre. En fait, vaut mieux ça que aller droit dans le mur et penser être capable de porter ce projet et au final que le projet échoue. Donc c'est toute une phase de révélation où on apprend à mieux se connaître, on apprend à construire son équipe, à travailler justement en équipe et essayer de donner une mission, on va dire, et une vision à la future entreprise. Merci. Donc effectivement, c'est un des points clés dans la phase notamment d'incubation, c'est de constituer l'équipe qui pilotera finalement ce projet in fine, tout en sachant qu'effectivement c'est à périmètre variable et même tout au long de l'entreprise, de la vie d'une start-up, on sera amené à effectivement découper d'une façon ou d'une autre ce périmètre-là. Cornel, est-ce que tu as t'as rencontré des problématiques ou quels sont les points importants concernant l'équipe dans la constitution des startups que tu pilotes ou dans lesquelles tu es impliqué? Oui, totalement. En fait, effectivement, l'équipe, c'est un point essentiel. Et c'est ce qui a fait, ce qui a retardé, je veux dire, de manière générale, pour les deux startups en activité aujourd'hui, la constitution de l'équipe a retardé la création. Donc, clairement, en fait. Typiquement, avec Motrice, on est sorti, je dirais, de la maturation en 2016 par là. Et on a pu créer en 2018 parce qu'on a dû reconstituer l'équipe. Puisque la personne qui portait le projet est partie, parce qu'effectivement il y a besoin de, surtout parce qu'on a parlé des jeunes chercheurs, des jeunes docteurs qui doivent aller vers la vie active. C'est difficile à le faire, donc si on n'a pas un salaire et on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et donc du coup, les deux porteurs, que ce soit pour Altrans et pour Motrice, donc ont quitté le projet, on a dû reconfigurer. Pour Motrice, on est passé grâce à Linxium, on a réussi à mettre en place un processus de recrutement, processus d'audition des potentiels repreneurs, on va dire comme ça. Et là, effectivement, on a complété l'équipe avec un profil plutôt business development, qui est d'ailleurs aujourd'hui le président. Pour Altrans, c'est pareil, hein, donc j'ai dû, finalement, c'est moi qui porte le projet aujourd'hui, on va dire, mais c'est pas forcément parce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre, mais c'est le spécifique du domaine d'Altrans. C'est un domaine très technique dans lequel vraiment il faut avoir une connaissance d'une dizaine d'années, je dirais, dans le domaine, parce qu'il y a plusieurs aspects. Et c'est essentiel, c'est des cycles d'adoption très techniques et qui m'amènent aujourd'hui, qui me motive vraiment pour au moins pour quelques années à assurer donc la présidence de la start-up. Plus tard on verra, mais aujourd'hui c'est comme ça. Donc je dirais oui, pour revenir au niveau d'équipe, c'est très important en fait. C'est hyper important de bien, ce que je disais tout à l'heure, donc il est essentiel de mettre les cartes sur la table, de ne pas essayer de cacher les problèmes. Et les problèmes, c'est souvent le manque de motivation ou le fait qu'on change de motivation, on est attiré au début, et effectivement, après, effectivement, on peut changer d'avis parce que ça nous semble trop compliqué, parce que c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et là, c'est pourquoi il faut vraiment tâcher à parler tout le temps, à échanger régulièrement, à se dire les choses qui vont pas. Et donc du coup, c'est essentiel en fait. Donc c'est pour pouvoir reconfigurer l'équipe, et puisque sinon ça avance pas. Donc ça, je pense que ça a été bien dit. Il n'y a pas de création, ou s'il y a de création, c'est même pire. Ça va pas fonctionner comme il faut. Donc et là, ça.
Dans le point concernant l'équipe est très important. Dans la phase d'incubation, qu'est-ce que vous voyez d'autre comme point important? Céline, peut-être que vous voulez intervenir. Oui, de toute façon, la phase d'incubation, c'est la phase où on va vraiment révéler le projet. Donc là, on passe on va dire, sur un vrai projet d'entreprise. Donc en général, elle s'étale entre 12 mois et 24 mois. On a plusieurs points qu'il faut valider. Donc déjà la technologie. Donc là, on va vraiment venir finaliser un POC qui va nous permettre d'aller lever des fonds. Donc il faut qu'il soit suffisamment convaincant et compréhensible. Il y a aussi, on pourrait aussi très bien imaginer pendant cette phase d'incubation de commencer à lancer les premières séries, pré-séries, on va dire, industrielles du produit, du projet, si on est sur quelque chose de matériel. Et ensuite, la définition de l'offre stratégique. Ensuite, d'un côté business, c'est là qu'on vient valider notre business model et notre roadmap commercial. Donc la stratégie de pénétration marché, tout ça, c'est quelque chose qui est décidé pendant l'incubation. En général, elle est décidée par l'équipe. Enfin, je dis toujours, on peut, avec les mêmes produits, on va faire des recettes différentes et ça dépend de l'équipe en fait. C'est l'équipe qui va donner l'ADN du projet. Donc oui, effectivement, l'équipe, c'est le cœur battant de l'entreprise, donc c'est ce qu'il y a de plus important. Et les investisseurs vont investir en premier lieu dans les équipes. Voilà, donc c'est pour moi un point essentiel. Ensuite, il y a toute cette phase marketing. Donc là, il faut mettre en place une stratégie marketing qui va être complètement liée au marché qui est choisi, qui est également liée aux clients et aux partenaires du projet. Il ne faut jamais oublier ces partenaires et les influenceurs également, donc tous les leaders et les grands penseurs autour du projet. Donc l'équipe constituée, donc c'est ce que vous disiez, Corneille. En fait, il faut accepter de ne pas être capable ou de s'être trompé. C'est important parce que de toute façon, il y a un moment, si on se ment, ça va ressortir, quoi. À la première crise, et la vie d'un entrepreneur, c'est que des hauts et des bas. Et c'est des successions d'échecs, on va dire. Et on se relève à chaque fois et on apprend. Donc, si on est allé au-delà de ses limites et de ses volontés et de ses motivations, il y a un moment, ça se voit et ça peut tuer le projet. Donc, il faut jouer carte sur table et être honnête avec soi-même et avec son équipe et vraiment reconnaître ce qu'on est capable de faire et ce qu'on veut faire. Et si on n'en est pas capable et si on ne veut pas le faire, il faut pouvoir prendre rajouter des gens au projet. Et c'est ça qui va faire la force de l'équipe. Ensuite, il y a toute la partie financement. Donc aller discuter avec des financeurs, avec des investisseurs, c'est des choses qui s'apprennent. Alors on peut les apprendre au fil du temps, mais si, pareil, on n'est pas confortable à aller discuter avec un banquier ou avec des fonds d'investissement, vaut mieux le savoir le plus tôt possible. Et ensuite, il y a tout l'aspect juridique. Donc là, tous les contrats qui peuvent être aidés par les groupes de valorisation des instituts de recherche, comme Marina, ce que tu représentes, et moi aussi également, du coup, chez la valorisation. Mais il y a aussi, surtout sur l'écosystème grenoblois, il y a quand même pas mal de sociétés qui sont spécialisées un peu pour les startups et qui peuvent aider. Et ensuite, aujourd'hui, quand on lance un projet de start-up, on a la chance d'avoir des écosystèmes et faire l'incubation. C'est quand même, aujourd'hui, on peut aller voir l'Initium, le CEA, nous, c'est principalement des sociétés en interne. Mais cela dit, on a aussi des start-up adossées, donc des gens qui viennent chercher de la techno au CEA. Donc ça, c'est possible. Après, en général, on ne propose pas forcément l'incubation, mais s'ils le souhaitent, c'est quelque chose qu'on peut faire. Au CEA, l'incubation, elle est, on va dire, sur Grenoble, on fait de l'incubation. Par contre, sur Paris ou dans le sud, là, l'incubation, souvent, on l'externalise. En fait, on s'adapte un peu au projet. Sur certains domaines, par exemple, en microélectronique, on préfère incuber nos startups. Ensuite, il y a l'INRIA avec le Startup Studio, le Tarmac, Ronalpia, Savoie Technolac et la Poussada, qui sont des incubateurs qui peuvent aider tous les projets. Très bien, merci. Justement, on sait qu'à la création d'une start-up, le transfert s'arrête, mais la vraie vie commence. Hein. Tout commence à la création. Et justement, je voudrais me tourner vers Véronique pour avoir un peu ton regard sur le développement des start-up à l'international et puis sur d'autres aspects, comment Invest in Grenoble-Alpes intervient pour aider dans ces développements.
Alors donc nous, on a un prisme assez particulier et assez étroit. On n'est pas un incubateur et on n'est pas coach pour effectivement aider les entrepreneurs. Par contre, on est amené effectivement à intervenir un peu dans deux sens. C'est-à-dire qu'on a, Céline parlait d'entreprises, par exemple d'entrepreneurs qui viennent s'adosser par exemple à des centres de recherche existants. Et donc nous, on intervient dans ce cadre-là parce qu'on a effectivement une demande d'entrepreneurs internationaux. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a des gens qui arrivent du monde entier, y compris pendant la pandémie. On a installé récemment deux entrepreneurs indiens. On a des Russes qui viennent, on a des Italiens, des Américains, qui viennent en général pas par hasard, parce qu'ils ont un lien quelque part. Ils recherchent une collaboration avec des centres de recherche, que ce soit l'INRIA, que ce soit le CEA, que ce soit l'université, où ils ont, ça peut être un lien affectif aussi, ça c'est important, parce qu'un projet d'entrepreneuriat à l'international, c'est pas facile, et c'est non seulement un choix professionnel, mais c'est un choix de vie. Donc ça, il faut jamais l'oublier. Donc on a des gens qui viennent aussi à Grenoble parce qu'ils ont été étudiants à un moment donné dans leur vie et qu'ils ont étudié à l'université de Grenoble. Et ça fait un point affectif aussi qui est très important. Et ce qui est intéressant, donc là, on collabore avec des incubateurs et en particulier avec le Tarmac, qui, avec nous et avec Savoie Technolac également, est un des points d'accueil du French Tech Visa, donc qui donne accès pour les entrepreneurs qui viennent de l'extérieur, qu'ils soient déjà présents en tant que postdoc ou que PhD, ou qu'ils ne soient pas encore présents en France. Ils peuvent postuler donc grâce à un nouveau programme, nouveau, il y a quand même quelques années, au French Tech Visa Passeport Talent. Donc il y a tout un processus qui est maintenant très rodé, qui est en ligne, où l'entrepreneur va remplir un dossier qui ensuite va être accepté par un des incubateurs qui va attester du caractère innovant du projet. Ça va être ensuite validé par la DGE et ça va permettre à l'entrepreneur de postuler pour un visa long terme de 4 ans et qui va aussi inclure les membres de sa famille. Donc ça, c'est important parce que ça va lui permettre quand même une certaine sérénité. Et ce qui est intéressant, là, pour le coup, c'est aussi que ces entrepreneurs, dans l'écosystème, ils apportent autre chose aussi. Et ça, c'est important de le noter, parce que vous avez des gens qui n'ont pas la même culture, qui ont une culture business différente, qui vont arriver en vous disant je vais être le LinkedIn de tel ou tel réseau social, je vais être le nouveau YouTube pour tel aspect logiciel, avec quelquefois une ambition et une manière d'être et d'arriver à renverser les obstacles qui est aussi extrêmement positive et qui bouscule aussi, y compris nos propres entrepreneurs. Donc ça, je pense que c'est un vrai plus. Et puis donc, il y a l'autre aspect qui consiste pour nos entreprises, pour nos entrepreneurs internationaux dans les deep tech, souvent, la question du marché international, elle se pose souvent très tôt. À la fois, il faut se la poser très tôt, mais il faut être aussi prêt, parce que ce n'est pas forcément très facile d'aborder un marché international. Et donc, pour ça, il faut effectivement prendre conscience qu'il y a toute une série de réseaux qui existent et qu'il faut solliciter au bon moment, qu'il faut solliciter le plus tôt, de façon à comprendre quel est l'intérêt de tel ou tel marché à l'international. Donc, pour ça, il y a en particulier la Team France Export qui est organisée de manière locale et régionale avec des antennes. Ici, c'est le Grex en particulier qui aide les startups à l'international, qui vont vous aider à déjà bien comprendre quel est l'intérêt, je veux dire, pour vous d'aller sur tel ou tel marché. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pertinent ou pas, parce que ça peut ne pas l'être. Est-ce qu'il faut systématiquement foncer vers la Silicon Valley, ou est-ce que peut-être qu'il y a peut-être d'autres choses, d'autres marchés, que ce soit aux États-Unis ou même en Asie ou ailleurs, qui peuvent être plus intéressants. Et nous, ça nous a amené à collaborer avec ces équipes-là aussi, avec les incubateurs, avec la French Tech, dans le cadre d'un programme qu'on appelle FASE, donc c'est French Alps International Soft Landing Exchange, et qui vise à connecter des écosystèmes entre eux.
Parce qu'on parle, depuis le début, là, sur cette journée Deep Tech, on parle d'écosystème. Et on s'aperçoit que c'est ce qui fait la réussite, y compris à l'étranger, qu'il y a toute une série d'autres écosystèmes qui sont vraiment très intéressants aussi à aborder. Et ces écosystèmes, ils comprennent tout un tas de personnes qui sont prêtes à soutenir, à aider. Et il faut vraiment s'appuyer dessus. Il ne faut pas effectivement se dire systématiquement je vais aller à Boston, je vais aller à Shanghai ou je vais aller à Londres. Il faut réfléchir vraiment sur quels sont mes besoins à l'international et puis aller peut-être chercher du côté de Taïwan où nous on a donc sélectionné un certain nombre d'écosystèmes, mais c'est ouvert hein, bien sûr. Et ce qui compte c'est d'avoir les bons contacts là-bas et d'avoir les personnes qui vont vous guider. Et qui vont vous dire ah non mais là non ça c'est pas forcément il faut pas que tu fasses ça, il faut par contre que tu aies tel ou tel contact. Donc il y a tout un réseau qui existe, il y a les French Tech aussi, les communautés French Tech à l'international. Nous on travaille beaucoup par exemple avec Taïwan, avec la Corée, avec les Carolines du Nord aussi. Il y a les consulats aussi et les ambassades qui ont des réseaux de conseillers scientifiques et économiques aussi sur lesquels il est vraiment important de s'appuyer. Et puis, il y a toute une série d'organisations un peu similaires aux nôtres qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Et ça, c'est vraiment des questions de personnes. Et c'est ce qui va permettre effectivement d'aller faire les bons choix et pas se lancer quelquefois tête baissée dans des aventures qui peuvent coûter quelquefois très cher. Et donc, d'aller quelquefois choisir peut-être un écosystème qu'on va dire secondaire ou qui est moins connu, mais qui va être beaucoup plus adapté à son développement. Je pense, Céline, par exemple, a passé pas mal d'années à Houston. Alors, on pense à Houston, par exemple, on se dit, oh non, c'est tout ce qui concerne le pétrole, etc. Or, Houston, c'est un des plus gros incubateurs, tu me confirmeras, sur le domaine de la santé en particulier. Ouais. Et ça peut être un choix qui peut avoir vraiment beaucoup de sens, par exemple, d'aller voir ce qui se passe dans ce domaine-là. Donc ça, c'est vraiment des choses... il ne faut pas s'arrêter au premier quelquefois, préjugés et idées qu'on peut avoir. Oui, effectivement. Moi, je viens de Houston, effectivement. J'ai fait la French Tech Houston. Je suis au board de la French Tech Houston. Maintenant, je ne fais plus trop la pub de Houston parce qu'avec Tesla qui s'installe à côté de Houston et Samsung qui vient d'annoncer 17 milliards, c'est bon, j'ai plus besoin de faire la pub de Houston. Entre Houston et Austin. Et du coup, Houston, effectivement, pour le médical, c'est the place to be, plus que Boston, parce que en fait, le Texas Medical Center, c'est le plus grand centre médical au monde. Donc, mais les startups n'y pensent pas du tout. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a les French Tech Community Fund des French Tech. Donc, avec le French Tech Houston, on a fait les Business Awards. On a eu pas mal de startups de l'écosystème grenoblois qui ont postulé et qui ont été lauréats d'ailleurs. Et ça leur permet effectivement ensuite d'être mis en relation soit avec des investisseurs ou des clients directement. Donc là, au Texas en l'occurrence. Mais effectivement, l'importance de l'écosystème, aujourd'hui, quand on crée une start-up, on doit penser global dès la naissance, j'ai envie de dire. C'est parce que le marché, il n'est pas que local. Alors, on va s'appuyer sur un écosystème local, mais rapidement, cet écosystème local va nous permettre de s'ouvrir à d'autres écosystèmes. Mais par contre, avoir une stratégie de déploiement globale, aujourd'hui, c'est possible. Et on l'a vu avec le télétravail, c'est encore plus simple qu'on pouvait l'imaginer. Donc oui, aujourd'hui, il faut things global by design. So. Thank you very much. Oui, tout à fait, vous avez raison. Le développement de la start-up tient à beaucoup de choses. Effectivement, il faut réfléchir à la stratégie, il faut être attentif aux signaux marché, il faut ne pas hésiter à retourner aussi à la source, c'est-à-dire une des sources d'innovation, c'est aussi garder les collaborations, garder les liens avec les laboratoires du site. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Justement, on accompagne les startups au-delà, non seulement en proposant des hébergements ou en les accompagnant d'une autre façon, mais également en essayant d'imaginer des collaborations
que ce soit des collaborations naturelles avec un laboratoire d'où la start-up est issue, mais également à ouvrir cette panoplie. Souvent en interne, on connaît finalement pas très bien ce qui se passe à côté. On connaît notre laboratoire. Parfois, on a du mal à voir des laboratoires à côté qui peuvent nous apporter des compétences complémentaires. Et donc là, c'est le rôle aussi de l'établissement d'accompagner dans cette démarche, d'aller proposer des sujets de collaboration, intelligence artificielle, voilà, d'autres sujets. Et puis un autre point concernant la collaboration avec les entreprises. Souvent on dit les projets de valorisation sont techno-push. C'est vrai dans la plupart des cas, mais ce n'est pas toujours vrai. Il me semble, Cornel, que tu as expérimenté justement un mélange entre techno-push et market pool, parce que grâce à tes collaborations nombreuses avec des entreprises, justement, tu as détecté ce sujet qui t'a permis d'imaginer cette start-up. Une petite parenthèse, on sait très bien pourquoi on parle de la start-up comme axe principal de transfert aujourd'hui. On sait que les grands groupes, les entreprises existantes ne souhaitent plus prendre de risques. Ils nous poussent à créer des startups, à aller plus loin, à dérisquer au plus la technologie, puis ensuite peuvent s'intéresser à cette technologie. Donc justement, sur ce point, Cornel, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton expérience ? Oui, donc j'ai effectivement eu affaire pour les deux startups donc à cette problématique. En fait, on essaie de répondre à des choses qui intéressent évidemment le monde industriel, parce qu'il s'agit des problèmes pas résolus pour eux et sur lesquels ils trouvent des solutions. Mais effectivement, il y a deux raisons principales qui font que finalement c'est la startup le meilleur choix pour la mise sur le marché de ces produits. Tout d'abord, la première, c'est qu'effectivement, les grands groupes n'ont pas forcément des politiques de recherche très en amont. Donc, il y a un risque qu'ils ont du mal à assumer. Donc, d'autant plus qu'il s'agit des cycles assez longs et qui ne savent pas qu'est-ce que ça va devenir plus tard. Moi, je donne l'exemple, par exemple, du marché d'Altrans, donc qui est celui de la surveillance des réseaux électriques. À la base, quand on a commencé les travaux de recherche, il n'y avait que EDF, en fait. Après, il y a eu RDF. Après, il y a eu Enedis. Vous voyez, il y a eu 3 changements rien que dans 15 ans. Donc, aujourd'hui, le monde économique, il est global, ce qui a été dit, mais il est aussi très dynamique. Donc, ça peut changer, ce qui fait qu'au niveau d'entreprise, ils ont du mal à définir des politiques à très long terme, notamment en termes de deep tech. En fait, ils ont beaucoup de mal. Et la deuxième raison, c'est que, en fait, ils sont, même s'ils le font, ils savent après que le marché, c'est plutôt interne. En fait, ils sont en concurrence avec d'autres groupes. Donc, du coup, d'où la difficulté pour eux, alors qu'une start-up, qui démarre, elle est très dynamique, elle peut aller voir à l'international aujourd'hui très facilement. On parle des écosystèmes et grâce à différences que Véronique disait, donc c'est des écosystèmes qui commencent à être de plus en plus connectés. Donc aujourd'hui, une innovation qu'une toute petite start-up peut faire, très rapidement, elle est connue par tout le monde. Donc du coup, ça ouvre des perspectives qu'un grand groupe ne pourrait pas faire de la même manière, parce qu'on sait bien que... Et puis il y a une question de coût aussi. C'est sûr que quand on démarre, on se base beaucoup sur notre volonté et on arrive à avancer au fur et à mesure, ce qui explique pourquoi... je pense que la start-up, c'est le vecteur vraiment dynamique, le plus dynamique. On peut aller très facilement à l'international, non seulement, ça a été dit, parce qu'effectivement, la problématique est dans la plupart des cas globale. Donc on a les mêmes difficultés de réseau électrique en France qu'en Asie ou en Amérique du Sud, par exemple, mais aussi parce qu'on est obligé de le faire, parce qu'on a affaire, lorsqu'il s'agit du deep tech, c'est des cycles d'adoption assez longs. Et donc c'est très risqué de se dire on va se baser juste sur un cycle d'adoption qu'on lance au niveau national, parce que ça peut prendre du temps, parce qu'on peut peut-être ne pas réussir, alors qu'on peut multiplier ces cycles d'adoption grâce à toute cette interconnexion entre les systèmes et les écosystèmes, et on arrive à les démarrer en même temps, et c'est très, très, très bénéfique pour le futur de la start-up, en fait.
C'est ce qui est aujourd'hui, évidemment, il n'y a qu'une start-up qui pourrait le faire. Je dirais, voilà, pour être un petit peu catégorique. Donc, je pense que c'est la seule manière de pouvoir avancer essentiellement dans ce domaine du deep tech. Et en termes de stratégie à l'international, justement pour faire le lien avec ce que disait Véronique, comment toi tu te projettes là-dessus ? En fait, aujourd'hui, ce qu'on a fait, nous, grâce aux différents dispositifs, notamment lorsqu'on était en incubation, on a pu participer à des salons. Là, on a présenté nos technologies, qui à l'époque était au niveau de POC. Ça nous a permis plus tard de signer, de réaliser un accord de vente, un accord commercial pour l'Asie, qu'on a beaucoup négocié à l'époque, même si on a eu beaucoup de mal, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on ne connaît pas tout, mais finalement, ce qu'on a réussi, parce qu'en fait, oui, c'était des accords commerciaux, en gros, ils vont promouvoir nos technologies, ils vont les expérimenter, mais par contre, en contrepartie, ils demandaient des accords de longue durée. Ce qui n'est pas favorable pour la start-up, parce que peut-être que j'aurais envie de faire différemment. Et donc, du coup, on a pas mal bataillé à l'époque pour vraiment réduire la durée de valabilité de ces accords commerciaux sur 2 ans. Et justement, ça va être fini en 2022. Donc, en 2022, on va s'interroger, est-ce que je vais créer un bureau en Asie, dans les marchés prioritaires, ou est-ce que je vais refaire un accord commercial, ou est-ce que je vais passer... Voilà, donc c'est ouvert, d'où le besoin de discuter un peu avec les gens qui s'y connaissent bien plus à l'international sur ce niveau de ce côté stratégique. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on avait fait via des accords commerciaux et la vente des prototypes, en fait. On a vendu des prototypes, ils font les essais, et puis on avance comme ça. D'accord. Très intéressant. Alors, j'essaie de suivre le timing. Peut-être avant de passer à la partie questions-réponses, je voudrais poser la question, qu'est-ce qui est important pour justement susciter plus de vocation de valorisation au sein des doctorants, des chercheurs, d'enseignants-chercheurs. Toi, Cornel, comment toi, t'es arrivé à créer une start-up par an comme objectif? Qu'est-ce qui te porte, en fait, dans cette activité ? Je dirais, on commence avec ce qu'on avait dit au début, c'est la motivation. Donc, en tant que chercheur, il est important d'essayer de voir que ce qu'on fait, donc est utile. Donc, ce qu'on fait, ça rend service à la société au sens large, à la communauté scientifique dans laquelle on est. Et après, moi, je dirais que ce qui serait très intéressant, mais ça se fait, donc ce ne sont pas des choses. Donc tout va dans le très bon sens de ce côté-là. Ça veut dire organiser plus de communication, encourager les chercheurs d'aller, non pas créer tout de suite la start-up, mais au moins avoir des liens, ne pas avoir peur de start-up. Les start-up ne sont pas des futurs Amazon, je ne sais pas, voilà ce qu'on pourrait dire. Donc c'est des gens qui essaient de porter des idées nouvelles et qui ont besoin des appuis de laboratoire. Et en fait, ce qu'on pourrait. Ce qui serait intéressant, c'est de renforcer ce lien entre les chercheurs de laboratoire et puis les startups, parce qu'il n'y a pas que l'entrepreneur qui intervient dans une startup, mais il y a aussi les conseils scientifiques, il y a des thèses, des thèses qui peuvent se faire il y a des projets Carnot, il y a des projets de pôle de compétitivité, et effectivement, je les encourage, je parle autour de moi, donc c'est d'essayer de découvrir de plus en plus et d'avoir des liens, et puis après les vocations peuvent apparaître. Après, qui sait, peut-être que si tu es attiré par le sujet, peut-être qu'ils vont aller plus loin. Voilà, donc mais je pense que c'est ce qui se fait aujourd'hui à travers ces journées-là, à travers des salons, à travers des présentations. J'espère que ça va susciter des vocations dans ce sens, et on le voit dans nos laboratoires. Il y a de plus en plus de docteurs, de jeunes docteurs qui portent des projets, et évidemment, on doit être fiers de ça. Et il faut les encourager. Donc on voit que dans leur formation doctorale, ils participent à des modules, à des écoles. Par exemple, il y a une école d'hiver qui va être organisée par l'UGA le 17-18 janvier, si je ne me trompe pas. Merci pour le rappel. Pour le rappel, ouais. Pour les encourager, pour voir que donc c'est très dynamique, ça permet de mettre sur le marché quelque chose de beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup plus rapide qu'il y a une trentaine, une quarantaine d'années, là où les écosystèmes étaient hyper petits, ou voilà, dans un état vraiment incipient. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que ce que je dirais, ce que je fais autour de moi, donc c'est ne pas se positionner tout de suite, oui, il faut quitter non, c'est aller voir,
Et puis, donc, ça vient en travaillant. Donc, c'est comme ça que j'ai fait, en tout cas, dans mon cas, en fait. Très bien. Un élément de réponse, comment arriver à 500 startups par an dans moins de 10 ans. Est-ce que, justement, avant de passer aux questions-réponses, vous avez vos idées ou des choses à dire, ou comment, effectivement, on peut accélérer ce processus? Carole? Oui, j'en profite parce que j'avais envie de rebondir sur un terme qui m'a paru important, qui a été cité par Véronique et par Céline, c'est l'ambition. En fait, je pense qu'aujourd'hui, créer des startups à Grenoble, on sait qu'on crée des startups. On en a créé, je crois, 300 entre les années 2000 et 2014, voilà. Mais 500. Plus de 300. Enfin, je pensais aux startups issues de la recherche. Excuse-moi, dans l'incubateur Loi Allègre. Mais aujourd'hui, le challenge, c'est que ces startups donnent naissance à des ETI, à des industries sur nos territoires. Et pour ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à être accompagné par les meilleurs. Donc, je pense qu'au niveau de la recherche, on est quand même bien placé. On a une excellence scientifique sur le territoire. Et puis, autour de cette table, les dispositifs qu'on représente, on a quand même décliné un certain nombre d'actions qu'on mène pour accompagner la création d'entreprises. Donc, prendre le meilleur de la recherche et le meilleur du business. Et à mon avis, on va arriver à faire ces 500 startups par an. Mais je dirais que l'objectif, ça serait que ces 500 startups, elles deviennent 500 ETI, quoi, encore dans le futur, quoi, et qu'elles créent beaucoup, beaucoup d'emplois. Et communiquer autour de ces success stories, je pense que c'est aussi un moyen d'attirer les jeunes, parce que voilà, quand on parle des choses, ça donne envie, et des beaux succès, des belles trajectoires, et on en a sur Grenoble. Il faut qu'on les mette en avant, et je suis sûre que ça donnera envie aux jeunes chercheurs de faire la même chose. Très bien. D'autres idées? Oui, moi je dis souvent aux jeunes doctorants, si tu veux donner du sens à ta carrière, à la création de start-up, tu vas pouvoir donner le sens que tu veux. Donc, voilà. Ce que disait Carole aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, après, chez chacun aussi, il faut avoir envie, de toute façon, il faut avoir envie de prendre ce risque. Et effectivement, il ne faut quand même pas oublier, on crée une start-up pour faire une entreprise qui va produire un certain nombre de choses, de biens et matériel, pour ensuite répondre à des besoins. Et il faut que ça ait du sens, je crois, surtout. Et je pense que ce qu'on voit actuellement, et on le voit à la fois dans les entrepreneurs internationaux qui viennent du bout du monde ou dans ceux qui sont ici, faut que ça ait du sens. Il faut vraiment, et ça, je pense qu'effectivement, tous les gens qui créent des entreprises, c'est ça un de leurs premiers motifs, c'est qu'ils savent pourquoi ils travaillent, quoi. Et ça, je pense que donner du sens. Oui, tout à fait. Merci. Très intéressant. En tout cas, j'ai un projet à qui je m'adresse. Vous vous adressez aux structures de valorisation. Nous, on est là dans les starting blocks, très motivés pour vous accompagner dans vos projets, dans vos futurs succès. Et là, donc, c'est les questions. S'il y en a, je vous en prie. Est-ce qu'il y a quelques questions? Il n'y a pas de questions? Si. Merci. Tout d'abord, merci pour vos présentations, très complètes, très enrichissantes. Je suis jeune docteur, j'ai rejoint docteur à l'université d'Aix-Marseille. J'ai rejoint l'aventure entrepreneuriale en qualité d'associé à une startup qui s'appelle OKDoc. Donc nous, on met en relation les entreprises et les chercheurs. On fait différentes choses, donc on fait du recrutement pour les entreprises qui ont besoin d'une expertise particulière, on organise des conférences pour les chercheurs qui veulent vulgariser leurs travaux, pour les entreprises qui veulent montrer leur savoir-faire en termes d'innovation. Et par rapport à ça, j'avais une question, on parle beaucoup d'innovation entre guillemets dans les sciences dures. Comment est-ce que vous accompagnez et comment est-ce que vous accompagnez des chercheurs en sciences humaines? On sait qu'il y a 40% des doctorants qui sont inscrits en sciences humaines aujourd'hui. Je vais prendre un exemple hyper concret. Il y a 2 doctorants qui sont en philosophie et en psychologie qui veulent monter un cabinet de consulting pour accompagner les entreprises qui sont dans le domaine de la e-santé, qui produisent des objets connectés. Comment est-ce que vous accompagnez ces acteurs-là? Merci. Alors, je vais commencer avec une partie de la réponse. Effectivement, on accompagne les SHS, les étudiants ou les doctorants SHS ou les chercheurs de la même façon qu'on accompagne tous les chercheurs de l'écosystème.
on ne sait jamais où un projet de valorisation va nous amener. Donc on ne fait pas de tri, on ne fait pas de sélection à l'entrée. On accompagne, on étudie le projet, on cherche des façons de protéger ce projet au mieux. Donc effectivement, on a parlé des brevets, ce qui n'est pas forcément applicable au SHS, mais là, pour le coup, le secret peut être appliqué, c'est plus adéquat. On peut également transcrire une partie du savoir-faire en programme logiciel et puis déposer à l'APP. Et puis c'est surtout créer une start-up dans ce domaine, c'est une bonne porte de sortie, c'est une bonne piste parce que justement c'est là où on peut avoir de nouvelles idées et de repositionner la méthodologie, la technologie en fonction des besoins marchés. Donc pour vous dire, effectivement, tous les projets sont accompagnés par nos structures de valorisation. Carole, tu vas peut-être compléter quelque chose à ce sujet ? Oui, donc je pense qu'au niveau des établissements, vous saurez orienter le projet en fonction de ses besoins. Nous, clairement, on peut accompagner des projets issus de laboratoires des sciences humaines et sociales, et on l'a fait, et on a créé des start-up sur cette base-là. Et plus particulièrement quand ces méthodologies peuvent être concrétisées par des logiciels notamment ou des applications. Donc c'est vrai qu'on a plus de facilité dans ces cas-là à faire une maturation puisqu'on a un objet qui peut constituer un actif pour une licence d'exploitation et qui va pouvoir être la base de la création de la société. Donc quelque chose de compatible au modèle des SAT. Mais donc, au cas par cas, bien sûr, on est ouvert. Et d'ailleurs, l'IDEX de Grenoble met très en avant la recherche dans le domaine des SHS. Et on a fait des études sectorielles sur le sujet et organisé des conférences sur la valorisation dans les SHS. C'est un axe qu'on travaille, même s'il est particulier, puisque je ne sais pas si on peut parler de deep tech dans ce cas-là. Mais en tous les cas, c'est un axe de valorisation grenoblois, oui. Tout à fait. Merci Carole. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions ? On n'a pas non plus de questions en ligne. Donc merci beaucoup à vous tous d'être là et de partager votre expérience et pour ces échanges très intéressants au sujet de la valorisation en général. On va y arriver, les 500 startups par an. Sans doute. Merci beaucoup, merci. 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 Merci, au revoir.